Bonjour à tous, donc je suis le commandant Gauthier, je suis actuellement affecté à la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Donc c'est une unité gendarmerie, plus particulièrement en charge de la police judiciaire, des enquêtes. On dispose au sein de notre unité de l'adjudant Guillaume Vigneault, qui est l'enquêteur spécialisé en nouvelles technologies et plus particulièrement en charge des cybermenaces, de la cybermalveillance et de la cybercriminalité. Donc il est à mes côtés aujourd'hui, il interviendra sur la partie technique et sur les questions que vous aurez à poser tout à l'heure. Moi, je vais dresser dans un premier temps un petit bilan de ce qu'on constate depuis la mise en place du Covid-19. L'adjudant Vigneault complétera ensuite par les mesures de prévention, de précaution et les mesures d'intervention qu'on est capable de mettre en place face aux problèmes que vous pourrez rencontrer. Vous l'avez constaté, depuis le Covid-19, on a des sociétés qui ont eu besoin de s'adapter et donc un très très grand recours au télétravail notamment. Donc on s'est retrouvé avec un grand nombre d'employés, de salariés d'entreprises qui exercent leur activité à domicile. C'est pas sans incident sur l'usage de l'Internet et ça a été vite pris en compte par nos cyberdélinquants qui ont trouvé face à eux un nouveau public et ils se sont rapidement adaptés. Je reviendrai après sur la problématique de la Guadeloupe, mais je vais parler d'abord de la partie métropole. On constate sur la partie métropole une recrudescence de la menace sur Internet. Le nombre de plaintes et le nombre d'attaques n'est pas forcément très élevé, ce qui prouve que les mesures de prévention, de précaution qui ont été mises en place par la gendarmerie fonctionnent et par les sociétés fonctionnent. Pour autant, on constate que sur Internet, il y a des délinquants qui sont multipliés. Alors, on va retrouver tout ce qui est fausses rumeurs, fake news, tout ce qui est tentative de piratage, intrusion dans les systèmes de données, vol d'identité, phishing, hacking, etc. Et ça, c'est facilité par un public qui est de plus en plus connecté et par des gens qu'on a mis chez eux avec des moyens matériels professionnels et qu'il a fallu protéger et adapter. La gendarmerie a mis en place une cellule de veille nationale qui est chargée sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur le dark web plus particulièrement, de détecter ces menaces et de prévenir et protéger la sécurité des usagers de l'informatique et de l'Internet. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a, je pense que vous l'avez constaté, il y a une très très grosse campagne de prévention qui a été lancée auprès des particuliers, mais également auprès des sociétés, des chefs d'entreprise, pour lutter contre le vol de données, pour protéger vos sociétés, pour lutter contre toute forme d'intrusion informatique et pour protéger les télétravailleurs quand ils exercent leur profession à domicile. C'est aussi le cas pour protéger les sociétés de tout ce qu'on appelle les escroqueries au faux virement sur Internet. Ça, c'est une nouvelle forme de délinquance qu'on rencontre depuis quelques années. On a face à nous des délinquants qui usurpent l'identité des chefs d'entreprise, des services de la comptabilité, etc., pour se faire délivrer des virements, souvent de très grandes sommes, par les sociétés. Ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi sur Internet et qui a augmenté, en tout cas les tentatives. Ça ne veut pas dire qu'on a plus d'actes, en tout cas on a plus de tentatives et plus de menaces actuellement, et c'est bien évidemment en lien avec l'usage massif de l'Internet. Concernant la Guadeloupe, on a des retours qui sont quand même très positifs. Ici, on centralise, nous, l'ensemble des menaces et des infractions dont peuvent être victimes les particuliers et les sociétés. Donc, l'adjudant Vigneault fera un point plus particulier sur ce qu'on a constaté récemment et sur les mesures qui sont mises en place. Maintenant, on est assez optimiste parce que finalement, il n'y a pas tant de faits que ça en Guadeloupe. À mon sens, c'est lié à deux facteurs. Déjà, il y a une forme d'éloignement de la métropole et un public qui est moins visé par les cyberdélinquants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester précautionneux, il ne faut pas prévenir ce type d'infraction, mais on a en tout cas moins de tentatives de phishing, de hacking sur les sociétés et sur les entreprises de Guadeloupe.
Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, il y a eu un gros travail qui a été fait par les référents sûreté et par les unités de police gendarmerie sur la prévention auprès des sociétés, des particuliers. Et là encore, on constate que les salariés ont les bons gestes, les bons réflexes, se protègent. Et ça, pour nous, c'est important, et c'est important que ça perdure dans cette période de confinement où vous allez être confronté à cet usage de l'Internet à vos domiciles. Voilà ce que j'ai à dire, moi, sur la partie un petit peu globale. Je vais regarder les questions qui sont affichées sur la messagerie au fur et à mesure, essayer d'y répondre. On répondra aussi à vos sollicitations au fur et à mesure. Je laisse la parole maintenant à l'adjudant Guillaume Vigneault, donc, comme je vous le disais, qui est, pour ceux qui connaissent, l'enquêteur NTEC de la Guadeloupe et qui est plus particulièrement en charge de la thématique et qui va vous faire un descriptif de ce à quoi il est confronté au quotidien, ce qu'il constate dans le cadre du Covid-19, les mesures de prévention qu'il faut absolument mettre en place dans vos sociétés et auprès de vos télétravailleurs. Et si vous êtes confronté à une attaque ou si vous êtes victime d'une infraction, les mesures à mettre en place et ce que lui est capable de traiter à son niveau. Oui, bonjour à tous. Donc, l'adjudant Vigneault, enquêteur spécialisé en cybercriminalité. Donc, effectivement, comme l'a rappelé le commandant, on a tout un spectre d'infractions qui nous remontent par le biais de plaintes. Alors, je vais commencer par dire que ça représente qu'une infime partie en fait des faits qui sont réellement perpétrés. Parce que on est conscient que toutes les entreprises ne déposent pas plainte. Donc effectivement, nous, on a relativement peu de faits qui nous sont remontés par le biais de plaintes, mais ça ne veut pas dire que les entreprises ne sont pas impactées. On sait très bien que certaines entreprises n'ont pas intérêt trop à exporter ce genre de faits pour limiter l'impact que ça pourrait avoir sur leur image. Ceci dit, nous, on les encourage quand même à le faire. Donc voilà. Moi, je vais revenir sur ma partie en ce qui me concerne. Donc, moi, je suis en charge en fait de réaliser une enquête si une plainte est déposée en matière de cybercriminalité, dont la finalité est bien sûr d'identifier les auteurs et de les traduire devant la justice. Alors, il faut savoir qu'en matière de cybercriminalité, et ça, je l'apprendrai à personne, le taux d'élucidation est extrêmement faible, puisque la cybercriminalité, par définition, est internationale et les accords internationaux en matière judiciaire sont relativement limités. Voilà, vous savez tous que il y a une grande partie des délinquants qui opèrent depuis des pays très éloignés, aussi bien la Chine, la Russie ou autres, j'en passe. Donc, vous comprenez bien que c'est extrêmement difficile d'aller interpeller les gens là-bas ou de les faire interpeller par les autorités judiciaires compétentes. Donc, moi, j'insiste surtout là-dessus. D'après mon analyse, enrayer le phénomène passera en priorité par de la prévention. Voilà. Je pense que le meilleur moyen d'enrayer la chose, c'est de vraiment mettre en place des mesures. Alors, on peut parler aussi de mesures barrières hein, en matière de sécurité des systèmes d'information. Il y a des gestes barrières à mettre. Et ça, il faut absolument passer par là. Il faut une éducation numérique. Il faut discuter, il faut mettre en place des stratégies auprès de vos entreprises. C'est l'unique moyen pour vous en sortir. Parce que je vous dis, les chiffres que nous, on sait très bien qu'ils sont très en deçà de la réalité du terrain. On sait qu'il y a au moins une entreprise sur 3 qui a été victime d'une attaque informatique dans l'année précédente. Alors, on va parler des principales menaces que nous on rencontre. Donc principalement, on a affaire à des ransomware, des cryptolockers, qui sont des virus informatiques qui vont avoir pour effet de rendre votre système informatique totalement inopérant en chiffrant l'intégralité des données qui y sont stockées. Donc pour une entreprise, ça peut être dramatique. Vous imaginez votre entreprise dont tous les données RH, clients
sont complètement offusqués et que vous perdez tout le temps. Donc ça, on en a beaucoup. Enfin, on en a beaucoup, tout est relatif, mais c'est une partie importante des faits que nous traitons. Donc, les vecteurs de propagation de ces virus peuvent être multiples, mais les faits dernièrement sur lesquels j'ai pu travailler sont principalement sur, premièrement, du phishing, c'est-à-dire de la pièce jointe dans un email qui comporte la charge qui va déclencher l'attaque virale. Donc, tout bêtement, vous avez quelqu'un de votre entreprise qui va recevoir un email alors sans franchement savoir, sans s'assurer d'où provient ce mail, qui est l'expéditeur, est-ce que la pièce jointe est légitime, et elle va cliquer dessus. Et là, ça va déclencher la diffusion du virus et l'infection totale de votre système d'information. Alors, prenez bien conscience que ça peut se répandre à l'intégralité des réseaux informatiques. C'est pas uniquement le poste de la personne qui va ouvrir la pièce jointe qui va être infectée. On a eu des cas où ça s'est répandu à l'intégralité du système avec des centaines de postes, tous les serveurs de sauvegarde. Bref, la société est complètement anéantie. Donc, ce sont des attaques qui sont extrêmement lourdes, puissantes et graves en termes d'impact pour l'économie de l'entreprise. Alors, le premier vecteur, comme je vous l'ai signalé, ça peut être la pièce jointe dans un email. Le deuxième vecteur peut être un site web qui va être consulté par le biais d'un navigateur et qui sera lui-même contaminant. Voilà. Donc là, je prends un exemple, pareil, la personne travaille à son poste, elle reçoit un email et dessus il y a un lien qui lui permet d'accéder à un site. Elle clique, sauf que le site qui va s'afficher va déployer du code informatique qui va charger ce virus et se répandre également sur toute l'infrastructure, et la finalité sera exactement la même. Troisième vecteur possible, ça peut être un défaut de protection du système sur des protocoles de prise de contrôle à distance. Donc là, ça prend pleinement son sens en période de télétravail. Vous avez beaucoup de gens qui vont mettre en place donc les fonctionnalités de prise de contrôle à distance qui sont intégrées sur les systèmes d'exploitation. Alors, ils seront soit le système d'exploitation est trop ancien et il existe des failles qui ne sont plus corrigées, soit elles vont utiliser des logiciels qui eux-mêmes ne sont pas très sécurisés. On a récemment eu le cas avec Zoom qui était, comment dirais-je, qui faisait l'objet d'une faille. Et là, pareil, point d'entrée pour le pirate qui, une fois à l'intérieur de votre réseau, va pouvoir faire ce qu'il veut et déployer son virus. Après, dernier point, ça peut être également un support informatique externe qui va être connecté sur l'ordinateur, une clé USB qu'on va vous confier, et là, pareil, déploiement du virus. Donc, ça, c'est vraiment une politique qu'il faut étudier, avec laquelle il faut discuter au niveau de votre entreprise avec tous les employés. Il faut vraiment mettre en place de la sensibilisation auprès de tous les personnels. Parce que vous prenez bien conscience qu'une fois que ce type d'attaque est déployé, il est extrêmement difficile de faire marche arrière. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails vu le temps qui nous est alloué. Bon, je préfère exposer les différentes menaces et après on pourra discuter avec les interlocuteurs suivants des mesures à mettre en place pour pallier à ces attaques. Deuxième type d'attaque sur lesquelles j'aimerais parler, c'est effectivement le phishing. Hein. Ça va se déployer par l'intermédiaire justement des emails. Donc il faut savoir que c'est extrêmement facile d'usurper l'identité
d'une personne en envoyant un mail. Quand vous recevez un email, le nom de la personne qui apparaît dans le champ expéditeur n'est garant de rien du tout. Il est extrêmement facile d'envoyer un email en mentionnant en expéditeur n'importe quelle personne voilà, c'est très très simple. Donc si jamais vous recevez un email, même si le nom de l'expéditeur peut vous paraître commun, posez-vous la question de savoir est-ce que j'attends réellement un email de cette personne? Est-ce que le contenu du message me paraît cohérent avec les échanges qu'on a habituellement? Tiens, il y a une pièce jointe, est-ce que j'attends réellement cette pièce jointe? Voilà. C'est pareil, c'est un vecteur qui va permettre soit de déployer du virus, comme le ransomware, soit un autre type de logiciel malveillant qui pourra vous récupérer des données, faire du vol de données bancaires, du vol de brevets industriels, du vol de données professionnelles, enfin bref. Après, là, une fois que la porte est ouverte, vous imaginez bien que le panel est extrêmement large. Ça peut également vous conduire à mener des actions qui tireront leur essence dans l'ingénierie sociale. Ça peut être un mail d'un organisme d'État vous faisant penser que vous pouvez bénéficier d'un remboursement, des impôts ou d'une autre structure. Et là, pareil, vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur un portail qui aura exactement le même aspect que le portail légitime par lequel vous vous connectez habituellement, et vous allez renseigner vos identifiants de connexion. Sauf que derrière ce site, qui en apparence sera exactement identique, il y aura un pirate qui récupérera toutes vos données de connexion. Et lui pourra ensuite les utiliser, soit pour usurper votre identité et puis bénéficier de certaines choses, soit les revendre sur des marchés parallèles. Donc le phishing est également extrêmement développé actuellement. Nous avons ensuite également, qu'est-ce qu'on a comme attaque? Vous avez aussi tout ce qui est similaire mais par voie téléphonique. Les messages, les appels téléphoniques de personnes qui vont se faire passer pour des agents assermentés, ou des personnels d'établissement avec lesquels vous travaillez, et qui vont vous demander de réaliser certaines opérations, ou qui vont vous demander de leur communiquer des informations personnelles. Toutes ces choses-là peuvent se mener par différents canaux, donc le téléphone en fait également partie. À ce titre, il y a une des facettes de ces attaques qu'on appelle l'arnaque au président ou faux ordres de virement international, qui est aussi en termes d'impact extrêmement grave. On a eu des cas sur des très 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 grosses sociétés françaises qui se sont fait avoir. Donc en fait, ça peut être en période donc de confinement, vous imaginez bien que les gens sont chacun chez eux. Donc ça peut être un responsable financier qui va appeler la personne en charge de l'exécution des ordres bancaires en lui disant voilà, on a un paiement à faire pour une commande, je t'envoie les coordonnées bancaires et tu me fais un virement sur ce compte-là. Et bien sûr, sans savoir qui est réellement de l'autre côté, le virement va s'effectuer, l'argent partira très vite à l'international et ça sera très difficile de le récupérer. Bonjour à tous. Donc juste pour me présenter très rapidement, donc Cédric Pradel, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que l'on travaille sur la Guadeloupe, sur le domaine en particulier de la cybersécurité. Très rapidement, donc moi j'ai un cursus, simplement j'ai passé 10 ans dans les armées justement sur toutes ces questions de cybersécurité, et ensuite j'ai travaillé dans des grands groupes du CAC 40, notamment le groupe Carrefour, et je suis également formateur pour des écoles en France, dans l'Hexagone de façon générale, et j'interviens également pour l'organisme maritime international, qui est un organisme de l'ONU. Donc très rapidement, je vais juste faire en 2 points les enjeux, ce qui a déjà très bien été fait, et ensuite un focus sur la cybersécurité en période de crise Covid-19. Déjà, il y a un point très rapide sur lequel je veux passer, c'est rappeler une chose, c'est que quand on parle de cyber, ce n'est pas juste que l'ordinateur bureautique. On va aussi bien prendre en compte tout ce qui est appareil industriel,
C'est-à-dire que, par exemple, on a déjà observé des grues, des écluses qui sont fait pirater, des hauts fourneaux qui se sont fait pirater. Donc, ça va être vraiment l'ensemble des éléments qui ont un élément, qui a un noyau en fait informatique. L'autre point, c'est l'origine de la menace. Ça, c'est vraiment fondamental. Tout simplement parce que ça va permettre de prendre conscience du risque. La première chose, bien sûr, on en parle assez souvent, c'est ce qui fait le plus souvent le buzz, c'est les attaques d'origine étatique. Le terrorisme, ça l'est beaucoup moins. L'activisme, on en parlait beaucoup à une certaine époque avec les fameux Anonymous. La cybercriminalité qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et c'est très souvent celle à laquelle on pense. Par contre, il y a également une menace dont on parle très peu, c'est la menace interne. C'est-à-dire un employé ou un ancien employé qui ensuite vient nuire au système. Vous avez également l'erreur humaine qui est absolument pas à négliger. Je vais prendre un exemple. D'ailleurs, je vais très rapidement donner des exemples ça permettra à tout facilement d'illustrer. Sur l'erreur humaine, il y a par exemple une grande société française qui a demandé simplement à son technicien de mettre à jour les serveurs. Ce dernier l'a fait. Il n'a pas suivi la procédure. L'entreprise a perdu 6 mois de données. Autre volet qui n'est vraiment pas négligeable, et par contre c'est culturellement peut-être un peu plus compliqué, je vois que Monsieur Denet est là, donc c'est quelque chose effectivement qu'il connaît très bien, c'est la question liée à la sécurité économique et l'intelligence économique. Nos voisins ou nos voisins anglo-saxons sont vraiment très férus et très sensibles à la question de l'intelligence économique. Ce sont voilà déjà les 3 grands axes, selon moi, que l'on doit retenir pour nos territoires. C'est la cybercriminalité, la menace interne, chose par exemple qu'on a déjà observé, c'est au cours d'une crise sociale, des personnes au lieu de couper les câbles réseau, ils allaient tout simplement débrancher légèrement les prises, ce qui a conduit tout simplement à une indisponibilité de l'entreprise parce qu'elle n'avait plus son moyen informatique, et un dépannage très compliqué puisque lorsque les personnes venaient inspecter le système, ils constataient que le système était branché. Les risques, ça c'est fondamental. Tout simplement parce que lorsqu'on parle de risque, très souvent, la seule chose qui est prise en compte, c'est juste le risque au sens informatique du terme. Alors que le risque informatique n'est juste qu'une conséquence. Le premier risque, disons, ils ne sont pas classés vraiment par importance, mais il y en a 5 en général que l'on retient. C'est le risque juridique qui est amplifié notamment par le RGPD. Le deuxième, c'est le risque réputationnel. Si effectivement un incident est divulgué, je risque effectivement de perdre de la clientèle parce que j'avais une perte d'image. Le risque opérationnel, imaginons que vous avez un magasin et que vous avez les lignes de caisse qui soient indisponibles, impossibilité de vente, perte de chiffre d'affaires sec. Risque financier. Maintenant, vous avez également les commissaires aux comptes qui vont se pencher sur les questions de cybersécurité. Vous avez également des amendes de plus en plus importantes. Le risque humain et le risque social. Ça, c'est effectivement fondamental parce que vous avez maintenant, avec l'augmentation en fait de l'intégration de l'informatique et des systèmes d'information dans la vie quotidienne, vous avez un risque social qui est de plus en plus important. Ce qui est fondamental également à prendre en compte, c'est ce qui a également été dit par Monsieur Vigneault, c'est justement c'est l'importance d'avoir une stratégie claire. Sans avoir une stratégie claire, simplement, on est contraint, et c'est ce que l'on observe justement en ce moment, c'est à faire de la bobologie. On observe effectivement en cette période de crise qu'un certain nombre de structures ne sont pas prêtes à gérer une crise. C'est-à-dire que nous observons des entreprises qui, en cette période de crise, vont simplement demander à leurs employés de partir avec les ordinateurs de l'entreprise chez eux, sans forcément contrôler exactement ce qui se passe ou ce qui est fait de l'utilisation de cet ordinateur. Maintenant, les dispositifs pour maîtriser ces risques. La première chose, déjà, c'est se mettre en conformité légale et réglementaire. Un certain nombre de lois et de règles existent sur le sujet. Il existe également des certifications ou des labels. L'ANSSI, je vais le présenter, il y a également un certain nombre de bonnes pratiques qui sont conseillées.
Je vais aller des plus contraignantes vers les plus contraignantes. La première, c'est la CNIL, qui a diffusé également un guide pour la protection des données. L'ANSSI a également diffusé un certain nombre de guides d'hygiène informatique et un guide également pour le nomadisme en période de crise Covid-19. Et enfin, il y a également le standard international avec la certification ISO 27001 qui permet également d'avoir une très bonne approche. De façon générale, il est également important de se préparer à gérer une crise. Parce que dès lors que l'on a effectivement une crise comme celle que l'on connaît actuellement, dès lors que vous êtes en train de gérer une crise, vous pouvez être sûr que vous allez être confronté à des cyberattaques. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris. Pendant la crise Covid-19, ils ont subi une attaque très importante justement dans leur système d'information. Vous avez également la même chose pour les collectivités qui subissent énormément d'attaques en ce moment. L'un des derniers points qui est toujours en montée en puissance, ce sont les cyberassurances. Mais nécessairement, si vous voulez partir vers une cyberassurance, ça va nécessiter de mettre en place un certain nombre de mesures, tout simplement parce qu'une assurance ne va pas assurer votre habitation si vous n'avez pas une porte ou si votre porte ne présente pas un certain nombre de garanties. Les enjeux de la sécurité. L'un des problèmes que l'on rencontre le plus souvent, c'est simplement que l'approche souvent qui est faite de la cybersécurité, c'est une approche technique, c'est-à-dire le maintien en conditions opérationnelles. Alors qu'en fait, l'enjeu réel de la sécurité, il n'est absolument pas technique, il est stratégique. C'est quels sont les risques, se poser la question sur l'externalisation. Ça, c'est vraiment un point également que l'on observe sur nos territoires, c'est l'enjeu de l'externalisation. La plupart des entreprises, je le dis d'autant plus facilement parce que je ne travaille absolument pas sur ce type de secteur-là. La plupart des entreprises, des organismes privés ou publics vont héberger eux-mêmes tout leur système d'informatique, qu'il soit critique, vital, ou qu'il soit simplement vraiment le plus simple. Et ça les empêche des fois de se concentrer sur leur vrai cœur de métier. La tendance effectivement qui est observée ailleurs, c'est tout simplement de pouvoir confier ce qui peut l'être à des experts pour réellement se concentrer sur son cœur de métier et vraiment de piloter et de gérer les risques. Ensuite, ce qui est important au niveau stratégique, c'est la disponibilité. Est-ce que le système que je vais installer est-il sensible, est-il critique? Est-ce que je peux m'en passer 10 minutes, 24 heures, une semaine? En cette période de crise, on peut très facilement se poser les questions. Maintenant, il y a vraiment un enjeu également de gouvernance et de pilotage. Souvent, gouvernance, quand on prononce ce mot, on a l'impression que c'est un gros mot et qui ne veut pas forcément dire grand-chose, alors qu'il est essentiel. Je vais prendre un exemple très simple sur nos territoires. Une structure, pour ne pas la nommer, vous comprendrez bien que je ne vais pas nommer effectivement ceux avec qui on peut travailler, une structure importante de plus de 1500 salariés, a décidé effectivement d'interdire l'utilisation du système d'un ordinateur personnel sur le réseau de l'entreprise. Ça paraît bénin lorsqu'on l'écrit dans une politique, mais ça a un impact immédiat, que ce soit pour le DAF parce qu'il faut acheter de l'informatique, parce qu'il faut acheter des ordinateurs, que ce soit pour l'équipe informatique parce qu'il va falloir faire un certain nombre de choses. Il faut également auditer et contrôler son système. Actuellement, personnellement, ça fait à peu près maintenant 17 ans que je travaille sur le sujet. J'ai fait des audits aussi bien dans des PME, des TPE que dans des sociétés du CAC 40. Et je n'ai jamais encore vu une seule entreprise qui ne prêtait pas attention au système d'information ne pas avoir de problème, c'est-à-dire ne pas avoir de tentatives, dans le meilleur des cas, juste des tentatives, et dans le pire des cas, des tentatives réussies d'intrusion sur son système d'information. Ensuite, il y a également tout ce que l'on peut également parler en termes d'homologation. Ça, c'est une chose qui va être de plus en plus importante dans les années à venir, notamment avec la prise en compte du sujet par les commissaires aux comptes. Il y a un troisième volet qui me semble également fondamental, c'est les ressources humaines. Notamment sur nos territoires, nous avons également une difficulté en matière de ressources parce qu'il est compliqué de recruter. Actuellement, me concernant, je reçois au moins 2 offres d'emploi par semaine.
et mes collaborateurs, enfin collaboratrices, en reçoivent au moins une par mois. Tout ça pour indiquer qu'il y a vraiment une pénurie. Ce qui veut dire que de notre côté, sur nos territoires, nous devons vraiment nous poser la question comment je peux faire monter en compétence mes collaborateurs ou comment je peux prendre en compte ce moyen-là. Selon nous, l'un des axes d'effort ou l'une des solutions qu'il peut y avoir, c'est la mutualisation. Parce qu'il y a également à prendre en compte la capacité économique de nos territoires et de nos entreprises à pouvoir digérer également ou absorber ce type de nouveaux coûts. Et bien sûr, le point technique que je ne minimise absolument pas, mais il y a déjà tout simplement la question du maintien en condition de sécurité. C'est quoi? C'est s'assurer que tous les logiciels sont à jour. Ça ne sert à rien d'essayer d'installer, de mettre de nouveaux firewalls et autres si déjà tous vos logiciels ne sont pas à jour. Sur nos territoires, j'ai par exemple audité une entreprise qui est extrêmement sensible, dont le cœur de réseau dépendait d'un ordinateur qui est installé sous Windows 98. Sans être expert du sujet, je pense que chacun d'entre vous peut mesurer peut déjà apprécier le risque que cette entreprise prend. Et c'est l'obsolescence également qu'il y a sur toutes ces choses-là. La veille et la surveillance. Il y a une entreprise, là je peux le préciser effectivement, en Guadeloupe, qui a été piratée l'année dernière. Pourquoi? Tout simplement parce que le technicien informatique a ouvert une porte, alors que 2 semaines avant, au niveau mondial, il avait été notifié qu'il y avait une vulnérabilité que l'on appelle critique sur ce protocole-là. C'est un peu difficile de d'aborder ce sujet-là sans dévoiler le nom de l'entreprise. Maintenant, que faire en période de crise? Donc très clairement, la chronologie c'est vraiment un drame annoncé, parce qu'il n'y a pas forcément nous concernant, on n'est pas vraiment étonnés. De notre côté, on a une vision peut-être un peu moins optimiste ou un peu moins rose effectivement que celle qui a été décrite précédemment. Mais par contre, où je vais vraiment m'appuyer sur ce qui a été indiqué par Monsieur Vigneault, c'est que l'une des difficultés que nous avons sur nos territoires, c'est qu'on n'a pas beaucoup de retours. Tout simplement parce que peu d'entreprises vont réellement porter plainte. On a des entreprises qui portent plainte. Par exemple, il y en a une qui a été confrontée au licenciement d'un salarié. Suite à ce licenciement, ils ont commencé à perdre leur cloud, ils ont commencé à perdre leurs réseaux sociaux, ils ont commencé à perdre l'accès aux données qui étaient dans leur cloud. Suite à une investigation que nous avons réalisée, ça nous a permis justement d'identifier que c'était un ancien collaborateur qui réalisait tout ça. Et de là, ça leur a permis, effectivement, après avoir collecté et enregistré un certain nombre de preuves, parce que ça va être fondamental, et je parle sous le contrôle de Monsieur Vigneault des gendarmes ici présents. Les preuves, c'est vraiment quelque chose qui va être fondamental. Sans preuves, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Maintenant, il y a vraiment les succès de cette crise Covid-19. Le premier, c'est Lokibot. Lokibot, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un malware, plus vulgairement un virus, qui va en fait s'installer sur votre ordinateur et collecter toutes les données que vous allez taper. Capture d'écran, boîte aux lettres, mail, mot de passe. Emotet, c'est simplement un cheval de Troie. C'est simplement un logiciel un malware qui va permettre d'installer d'autres virus. CovidLock, les Android, chose fondamentale. Il faut bien penser que nos téléphones portables, nos smartphones, c'est exactement la même chose que n'importe quel ordinateur que l'on utilise. Ils ont également leur ransomware. Ozorult, ce qu'ils visent, c'est simplement c'est infecter les victimes avec de fausses cartes géographiques. Spinotrat, pareil, un cheval de Troie sur Android. Cerberus, cheval de Troie bancaire sur Android, pareil. Il faut vraiment prendre conscience que la cybercriminalité, c'est vraiment un marché qui est extrêmement développé et extrêmement organisé. Maintenant, il est rare de retrouver un pirate qui va
effectuer l'ensemble des actions, vous allez plutôt trouver une personne qui va vendre des virus, une autre qui va les utiliser, une autre qui va les vendre. Ça, je vais passer effectivement pour arriver en fait justement sur tous les éléments par rapport aux outils de télétravail qui ne sont pas épargnés. On a vu justement le buzz qui a eu lieu autour de Zoom. Le PDG de Zoom qui le 8 avril présente ses excuses au regard des failles de sécurité qui ont été dévoilées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste après, Zoom a annoncé des améliorations de sécurité qui sont plus en fait des annonces des fonctionnalités métiers, pour l'utilisateur directement. Mais il faut savoir également qu'un certain nombre d'entreprises ont banni ou interdit l'utilisation de Zoom à leurs employés. Par exemple, vous avez la NASA qui l'interdit, Google, SpaceX, Taïwan. Ce qui reste important, par exemple, par rapport à Zoom, c'est le chiffrement des données. C'est absolument pas forcément le cas, ou c'est très mal fait. Mais à mon sens, le point qui est vraiment fondamental pour Zoom, c'est quel est leur business model, notamment pour la protection des données. Parce que faut savoir que dès que vous êtes connecté, dès que vous partagez quelque chose sur Zoom, même votre voix, l'image, vous leur donnez libre accès et libre utilisation de tout cela. Recommandation de l'ANSSI en période Covid-19. La première chose, c'est sensibiliser les équipes. Renforcer la politique de mot de passe. Un mot de passe qui n'expire jamais, c'est une très mauvaise idée. Sur le dark web, si vous cherchez des mots de passe, vous pouvez trouver des comptes utilisateurs avec le mot de passe de plusieurs utilisateurs. Utilisez des VPN. Un VPN, c'est simplement un outil qui permet de se connecter depuis n'importe où dans le monde à son entreprise et travailler comme si on était dans les locaux de son entreprise. Ça, lorsque vous l'installez, il faut absolument surveiller, superviser l'ensemble des connexions. Tout simplement parce qu'il faut partir d'un principe, c'est que si vous vous connectez, quelqu'un d'autre peut se connecter également. L'authentification forte, c'est par exemple un login et également recevoir un SMS. Utiliser des outils recommandés par l'entreprise, ça sous-entend déjà qu'il y a un catalogue d'outils informatiques qui ont été validés par l'entreprise. Réaliser des audits de sécurité de votre infrastructure de télétravail et enfin, suivre les recommandations de l'ANSSI. Juste en bas, j'ai précisé le lien effectivement de ce kit de sensibilisation et je vais rappeler effectivement que le congrès caribéen de la cybersécurité qui doit avoir lieu en Guadeloupe en juin prochain a été reporté et ça sera justement l'occasion, selon moi, de pouvoir échanger et pouvoir vraiment s'appuyer et valoriser justement tous les enseignements que l'on aura eu pendant cette crise. Je vous remercie de votre attention. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour les interventions de très, très bonne qualité. Nous avons déjà plusieurs questions. Alors, c'est une question d'Alex Bicep qui dit « Auriez-vous des chiffres sur le nombre des tentatives de hacking en Guadeloupe ? Un élément de comparaison par rapport à l'Hexagone. » Donc, j'ai vu la question, effectivement. Je ne suis pas en mesure de communiquer des chiffres dans l'immédiat. Je pourrais le faire parce que c'est quelque chose qui est centralisé sur la base nationale. Donc, je pourrais vous les donner précisément. Ça ne pose pas de difficulté. Ce que je peux vous donner là, dans les médias, c'est la tendance. On a une augmentation de plus de 50% sur le territoire métropolitain des tentatives de piratage, tout ce qui est phishing, hacking, intrusion, etc. Pour autant, voilà, on relativise ces chiffres parce que ça ne veut pas dire qu'on a plus de victimes, mais on a plus de tentatives et plus de pirates sur le net. Sur la Guadeloupe, on a une augmentation qui est beaucoup moins importante. Pour vous donner une idée, depuis le début de la crise Covid-19, on a recueilli une seule plainte suite à une intrusion dans un système de données. 2 plaintes, qui touchent essentiellement des collectivités. Voilà. Donc, c'est les seuls chiffres que je peux vous livrer en l'état, mais je pourrais rechercher les autres. Il faut juste du temps. OK. Si tu peux me permettre, sur cette question-là, il y a également le site Malveillance. Cybermalveillance qui dépend de l'ANSSI. Justement, on a échangé avec eux et avec l'ANSSI sur le sujet, puisque l'une des difficultés qu'ils ont également de leur côté à évaluer
la menace, je me place pas vraiment du côté plainte, du côté juridique, judiciaire. C'est qu'il y a peu de personnes qui vont remonter en fait ces plaintes-là. Donc nous, on travaille de notre côté à pouvoir à faire en sorte qu'au niveau national, nous puissions avoir une brique de cette plateforme pour déclarer les incidents, afin que l'on ait une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe, bien sûr, si les gens souhaitent vraiment y participer. Ok. Donc, on a une autre interrogation de Planète Caraïbes. Donc, j'ai passé toute mon informatique pour Apple et j'ai choisi de faire confiance à Dropbox, G-Drive ou iCloud pour stocker mes données sensibles. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Google Drive, pardon. Oui, c'est un choix comme un autre, mais effectivement, déjà, c'est une stratégie que j'estime intéressante d'externaliser ces données. Ça a été rappelé par M. Pradel. Donc, effectivement, je rejoins effectivement le monsieur de la gendarmerie qui indique que c'est une bonne idée, effectivement, d'externaliser. Pour moi, la question qu'il va falloir se poser dès lors que l'on externalise, c'est est-ce que vos données, combien de temps vous pouvez vous en passer? Je vais tout de même rappeler une chose sur nos territoires, c'est que rupture de la fibre optique, ce n'est pas juste un scénario catastrophe, c'est quelque chose qui arrive. C'est par exemple arrivé en Guyane en début 2019, c'est également arrivé en Martinique, et la conséquence, c'est que vous n'avez plus accès aux données qui sont à l'extérieur. Donc la seule question à mon sens, la question qu'il faut se poser, c'est pendant combien de temps vous pouvez vous passer de vos données. Ensuite, concernant Dropbox, Google Drive et autres, il y a vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut prendre en compte, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Oui. Ensuite, il y a également un autre point, c'est le RGPD. Il faut prendre en compte également qu'il est interdit de stocker des données de citoyens européens, des données à caractère personnel, en dehors de l'Union européenne. C'est un raccourci. Il existe quelques exceptions, mais les États-Unis n'en font pas partie. Donc ça, c'est également un autre point à prendre en compte. C'est pour cela que nous, de notre côté, on essaie de pousser au maximum, justement, parce que nous avons besoin, dans nos territoires, d'avoir de véritables hébergeurs de données. C'est quelque chose qui est difficile, parce que le marché n'est pas encore suffisamment développé, mais ça arrive petit à petit. Il va falloir vraiment avoir cette réflexion-là. Moi, ce que je vous conseille, Planète Caraïbes, c'est de vraiment vous poser la question, combien de temps je peux me passer mes données? Donc, on a aussi une autre question, une question de Planète Caraïbes qui dit, pour les mots de passe, il utilise Dashlane. J'ai raté la question. Vous en pensez quoi? Moi, je l'utilise également. J'en pense le plus grand bien, puisque j'utilise Dashlane parce que je connais le directeur de technique de Dashlane qui est un Français, puisque Dashlane à l'origine c'était français et c'était racheté par des Américains. Donc j'en pense le plus grand bien avec les limites qu'il veut. Si je peux compléter, oui, bien sûr. Oui, effectivement, Dashlane est un très bon produit, comme il en existe d'autres. Là-dessus, dans la même philosophie que les Google Drive et autres, c'est s'intéresser surtout à quel type de produit. Est-ce que c'est un produit commercial ou si c'est un produit dont le code source est ouvert pour savoir si justement il n'y a pas des risques. Mais en tout état de cause, l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe est quelque chose qu'il faut effectivement encourager, car c'est un des moyens qui permet aux gens de ne pas avoir le même mot de passe sur tous leurs services. Parce que là aussi, je peux parler avec l'expérience que j'ai eue dans divers dossiers à traiter. L'intérêt d'un mot de passe fort, d'un mot de passe compliqué est primordial également. Et le fait d'utiliser ce type de produit comme Dashlane va vous permettre de générer des mots de passe très complexes et qui seront différents pour chaque service. Et donc déjà, en mettant en place cette stratégie, c'est déjà pas mal. Okay. Je complète avec la crise actuelle Covid-19 et je reviens sur ce que disait M. Pradel et ce qu'on encourage aussi nous dans les préconisations du site cybermalveillance que je vous engage à aller voir, vous trouvez facilement sur Internet. Vous avez les préconisations du télétravail. Et une des préconisations justement, c'est de séparer véritablement l'usage personnel et professionnel et notamment de ne pas mélanger les mots de passe que vous pouvez utiliser
à titre personnel, à titre professionnel. Donc, en tout état de cause, l'usage d'un gestionnaire comme Dashlane est toujours bon à prendre. Alors, une question qui vient de moi-même. Alors, donc, que dois-je protéger dans mon entreprise? Donc, mis à part l'ordinateur, l'utilisation du Wi-Fi, est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, je pense qu'il faut bâtir une stratégie sur qu'est-ce qui est le plus important pour l'entreprise. Quels sont les éléments qui, en cas de compromission ou de vol, pourraient avoir un impact sur l'activité de l'entreprise. C'est vraiment une stratégie à élaborer en se posant les bonnes questions. Parce que vous comprenez bien que si jamais votre entreprise détient des documents techniques, des brevets qui, s'ils passaient dans les mains de quelqu'un d'autre, pourraient avoir un impact catastrophique. Et bien, ces données-là sont bien évidemment à protéger en priorité, mais c'est également toutes les bases de données qui permettraient, par exemple, de payer vos salariés ou toutes les bases de clients. Enfin, en gros, il faut essayer de protéger le maximum de choses là-dessus. Voilà. Et après, c'est par ordre de priorité en fonction de quel est l'impact sur l'avenir de l'entreprise. Autre question, est-il possible de faire un rappel des mesures de prévention? Alors, en sachant qu'en Guadeloupe, notre tissu économique est composé très largement de TPE, et c'est vrai que la plupart de TPE ne pensent pas à mettre en place une stratégie. Et quelles seraient les premières mesures, en tout cas avant de pouvoir mettre en place cette stratégie, quelles seraient les premières mesures de prévention? Alors déjà, la première chose, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir un système informatique à jour, avec des systèmes qui sont, comment dirais-je, récents. Parce qu'on constate que les attaques se produisent principalement sur des vieilles versions de logiciels, des vieux systèmes d'exploitation dont le support n'est plus fourni et qui présentent des failles. C'est la première chose. Donc, je donne un exemple. Si vous avez encore des Windows 7, des Windows XP dans votre entreprise, il devient urgent de déconnecter ce type de logiciel et de passer sur des versions plus récentes. Deuxième chose, il faut que chacun mette des agents antivirus sur tous les systèmes. Troisième chose, il faut revoir la stratégie des mots de passe. Il faut que les accès soient tous sécurisés avec des mots de passe forts. Il faut que chaque personne détienne son propre mot de passe. Il ne faut pas dire tiens, ça c'est le mot de passe pour accéder au serveur, je le communique à toute l'entreprise. Non, il faut savoir qui a le droit d'y aller, et seulement ces personnes-là doivent avoir accès au mot de passe. Ensuite, ça va être sur la sauvegarde. J'ai conscience que pour les petites entreprises, je prends un exemple, un petit entrepreneur qui est tout seul avec sa secrétaire, il va se dire mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas là, comment je dois agir. Si jamais vous avez un moindre doute, il faut faire, tant pis, il faut passer par un prestataire qualifié qui va venir faire un audit et vous donner et lui-même agir pour mettre en conformité votre réseau informatique. Et donc, bâtir un système de sauvegarde, parce qu'on n'est jamais à l'abri, même si vous avez un antivirus, un système à jour, on n'est jamais à l'abri qu'un jour il se passe quelque chose. Donc, il faut mettre en place des sauvegardes de vos documents, de vos données qui sont fondamentales pour l'entreprise. Il faut les sauvegarder régulièrement et il faut les stocker dans un endroit sûr. Voilà. Alors maintenant, je laisse la parole à M. Pradel qui va probablement compléter ce que je dis. Tout d'abord, je dirais que je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, je vais juste mettre quelque chose en lien, c'est-à-dire le guide d'hygiène de l'ANSSI. Et moi, je veux juste sensibiliser sur une chose et un retour d'expérience d'une entreprise. On peut voir en fait dès beaucoup d'entreprises, dès lors qu'elles veulent avoir une adresse mail, elles vont chez Google, donc Gmail par exemple ou autre. Il faut vraiment faire la différence entre de l'informatique pour particulier et de l'informatique professionnelle, parce que vous avez des conditions générales d'utilisation. Chose qui est arrivée à une entreprise, donc sur notre territoire, et là je peux préciser en Guadeloupe, à sa création, ou disons lorsqu'ils ont voulu créer, en fait, avoir disposé d'une adresse mail, ils ont demandé à un collaborateur de créer une adresse mail Gmail. Donc, au début, tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est l'adresse de l'entreprise. Sauf au bout d'un moment, lorsqu'il y a eu des frictions à un certain moment, l'employé est parti, il est parti avec le mot de passe de la boîte mail.
et vous n'avez absolument quasiment aucun moyen de récupérer l'accès à cette boîte mail. Pourquoi? Parce que ce sont des conditions générales d'utilisation faites pour un particulier. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir prouver que la boîte mail vous appartient. Et ça va vraiment être fondamental. Il faut vraiment faire la différence entre ce qui est professionnel et ce qui est particulier. Comme je crois que c'est monsieur Vigneault, hein, je connais pas votre grade, donc je vais juste te dire monsieur, qui précisait faire la différence entre un mot de passe professionnel et un mot de passe pour la vie privée. C'est vraiment des choses qui sont fondamentales. Une question suivante. Est-ce qu'héberger ces données sur le sol européen est préférable aux autres solutions, donc Google MS, notamment avec l'utilisation de messagerie propre, messagerie domiciliée par exemple sur OVH? Je dirais que ça dépend, je me permets, ça dépend d'une chose, c'est-à-dire que si vous hébergez, vous allez aborder justement une des problématiques que j'ai soulevées, c'est-à-dire que si vous hébergez votre messagerie chez OVH, ça veut dire que cela sous-entend que vous avez le personnel qualifié pour pouvoir maintenir, exploiter cette messagerie-là. Donc, ça veut dire que vous prenez à votre charge un certain niveau de qualification pour pouvoir vous en occuper. Maintenant, sur l'hébergement de données de façon générale sur le territoire européen, ce que dit la réglementation, c'est oui, il vaut mieux le faire sur le territoire européen parce qu'on connaît beaucoup mieux la réglementation. Même si effectivement, on connaît le Cloud Act américain qui dit que dès qu'une entreprise américaine, peu importe où elle est dans le monde, si le gouvernement américain, si les services américains, pour des raisons bien spécifiques, demandent accès aux données, ils doivent le donner. Ça, c'est une chose. Mais ça n'empêche qu'il est toujours préférable de conserver ces données sur le territoire européen. D'accord. Donc, la dernière question. Est-ce qu'il existe des solutions de stockage de données fiables en Europe? Et l'autre question, c'est Apple ou Windows pour plus de sécurité? Alors oui, il existe, mais comme l'a dit Monsieur Pradel juste avant, OVH est une très bonne société d'hébergement, sans faire publicité, qui a en plus la propriété d'être bleu, blanc, rouge. Mais comme l'a rappelé Monsieur Pradel, le problème va être de savoir comment administrer cet hébergement, puisque des systèmes clés en main comme Google ou Microsoft, c'est quand même mieux adapté pour une toute petite entreprise qui n'aurait pas parmi ses employés ou n'aurait pas les moyens d'investir dans une entreprise de sous-traitance pour administrer tous ces services. Donc après, ça va être une histoire autant de budget que de niveau de sécurité qu'elle doit apporter à ces données. Là-dessus, il faut être clair, il faut être cash. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une société pour gérer sa maintenance. Et dans ce cas-là, les sites américains prennent évidemment des parts de marché plus importantes. On n'a malheureusement pas ça en Europe. Je reviens pas du tout sur l'hébergement parce que ça a été complet. Je vais juste terminer par contre sur le Windows Apple et essayer une énième fois de tordre le cou à une idée préconçue et beaucoup trop répandue sur le fait qu'il n'y ait pas de virus sur Apple. C'est faux et c'est encore faux. Pourquoi à une certaine époque, cette idée est arrivée en dehors du fait qu'Apple est marketé là-dessus? C'est simplement parce que Apple était beaucoup moins répandu, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chercheurs entre guillemets qui se penchaient sur la question d'Apple. Sauf que maintenant, il y a une autre tendance. Quand on regarde dans une entreprise, qui a un Mac, qui a un Apple? En général, ça va être des personnes décisionnaires. Ce qui veut dire que maintenant, il y a une autre forme de cybercriminalité qui s'est développée, qui se penche sur Apple beaucoup plus fortement, et tout simplement parce qu'on se dit également que lorsque l'on arrive à ce qu'on a informatiquement, ou disons dans le monde de la sécurité, on dit prendre le contrôle, monter sur ce type de machine-là, le retour sur investissement, le ROI, est beaucoup plus probable que sur une machine Windows. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Par contre, à mon sens, j'ai entendu justement un reportage maintenant, il y a 1 mois et demi, je crois, sur la question des téléphones portables. L'une des choses qui est fondamentale, c'est ce qu'a dit Monsieur Vigneault, c'est maintenir à jour ces systèmes. Lorsque vous avez un Android, attention à l'Android que vous allez choisir. Si vous prenez quelque chose de trop exotique, les mises à jour vont prendre énormément de temps. C'est-à-dire entre le moment où Google met sa mise à jour, il faut qu'également votre fournisseur de téléphone mette à jour également sa solution. L'avantage qu'il y a avec Apple, en dehors du fait que ça coûte cher,
mais bon, Samsung n'a rien à envier à Apple sur ce sujet-là. C'est tout simplement le fait que les mises à jour soient contrôlées par l'éditeur du téléphone. Donc, à mon sens, je ne fais pas du tout de la pub pour Apple en particulier. La seule chose que j'indique, c'est faire attention à ce point-là également. La dernière question, ce qui est de JM Conseil. Avez-vous prévu des solutions RGPD, sécurité et pourquoi pas d'infogérance adaptées à nos territoires? Oui, et oui. Il y a plusieurs solutions existent là-dessus. Des sociétés font maintenant appel à souhaitent en fait se mettre ensemble pour réduire le coût, tout simplement pour mutualiser les coûts. Tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir payer un responsable de la sécurité, quelqu'un qui va définir la fameuse stratégie dont on parle tout à l'heure. Donc nous concernant, par exemple, nous on intervient de façon mutualisée pour plusieurs sociétés et même pour des TPE également qui ont décidé au sein de leur ordre afin de prendre en compte les questions notamment autour du RGPD, ils sont tout simplement mutualisés autour de l'ordre. À mon sens, vraiment, l'une des différences qui est essentielle sur nos territoires, c'est l'enjeu essentiel sur nos territoires par rapport à l'Hexagone, c'est la question vraiment de la mutualisation. Parce que sans mutualisation, très peu d'entreprises pourront vraiment se porter là-dessus. Et il y a également un enjeu de compétitivité là-dessus, tout simplement parce que les entreprises vont le constater petit à petit. C'est simplement le fait que si vous n'êtes pas conforme à la réglementation, vous allez perdre des parts de marché. Très bien. En tout cas, merci beaucoup aux trois intervenants. Donc, on a, pour rappel, ne n'oublie pas, donc le commandant Gauthier et l'adjudant Vigneault de la gendarmerie. Donc, n'hésitez pas en cas d'infraction, tout simplement, à solliciter, à contacter la gendarmerie. Et pour tout ce qui est de la formation et du conseil, c'est bien ça, donc Monsieur Cédric Pradel. Après, je reviens sur ce que vous disiez, effectivement, que les entreprises n'hésitent pas à nous contacter quand elles sont victimes d'infractions, bien évidemment, mais qu'elles n'hésitent pas à signaler aussi toute tentative de phishing, de piratage dont elles pourraient être victimes sans forcément de préjudice. Pour ça, vous avez un site gouvernemental qui existe, qui s'appelle internet-signalement.gouv.fr. C'est une unité dédiée de la police et de la gendarmerie qui est chargée de traiter tout ce qui est contenu illicite dans l'Internet et qui recense notamment les bases de phishing, de spam, etc. Donc n'hésitez pas à signaler sur ce site gouvernemental et à faire appel aux services de police et de gendarmerie quand c'est nécessaire.